Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une leçon d'étude de texte. On va faire l'étude d'un extrait du 13e chapitre du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Il commence par J'observais ce spectacle jusqu'à Je tombais évanoui. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte, situez le texte par rapport à l'œuvre et répondez aux questions suivantes. Quel est le type de ce texte? Qui parle? De qui? De quoi? De quel spectacle parle-t-on? Quel est l'effet de ce spectacle sur le narrateur? Ou quelle est la réaction du narrateur vis-à-vis de ce spectacle? On commence par la réponse ou les réponses aux questions que je vous ai déjà posées. Qui parle? C'est le narrateur. Il est où? Il est à Bicêtre. Et vous voyez ici une image de la prison de Bicêtre et la cour de Bicêtre. De quoi parle le narrateur? D'un spectacle. De quel spectacle il s'agit? C'est le spectacle du ferment, du ferrage des forçats. Qu'est-ce que ça veut dire le ferrage, le ferment du forçat? Le fait de faire et les forçats, ça veut dire de les enchaîner avec des chaînes en fer, de leur mettre des chaînes en fer, des colliers autour du cou, des colliers en fer attachés aux pieds avec des chaînes en fer pour qu'ils ne s'évadent pas. On commence par une situation du passage. Donc, durant sa détention à Bicêtre, le narrateur assiste au ferment des forçats avant leur départ ou leur transfert pour le bagne de Toulon. Un bagne, c'est une prison pour les forçats. Elle doit cette faveur à la sollicitude de son geôlier, ça veut dire le gardien de la geôle, de la prison, qui l'avait extrait. Donc, le gardien de la prison avait extrait le narrateur de sa cellule et il l'avait conduit dans une autre cellule dont la fenêtre grillagée donnait sur la cour de la prison. Et de cette fenêtre, comme vous voyez, donc vous voyez les trois bâtiments sur l'image, on voyait des fenêtres. Donc le narrateur assistait au spectacle et voyait ce spectacle à travers l'une de ces fenêtres qui donnait sur la cour. Donc le narrateur ici, il est en position de spectateur et les forçats et la garde chiourme ou les gardes chiourme, ça veut dire les surveillants des forçats, donc jouer le rôle d'acteur. C'est comme donc des acteurs. Et la prison, donc la cour de la prison, devient une scène de théâtre. Donc le narrateur est en position de spectateur. La cour de la prison est une scène de théâtre dont les acteurs sont les forçats et donc les gardes et les surveillants, la garde chiourme. Alors j'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, donc c'est le narrateur qui parle de ce spectacle. Quel est l'effet de ce spectacle sur le narrateur? Donc la réponse est dans la dernière phrase de notre texte. Un sentiment de pitié m'ont remué jusqu'aux entrailles et leur rire me faisait pleurer. Donc il avait pitié il avait tellement pitié de ses forçats. Un profond sentiment de pitié m'ont remué jusqu'aux entrailles. Ici, il s'agit de quelle figure de style? Il s'agit d'une hyperbole. Les entrailles, ça veut dire les intestins et les organes enfermés dans l'abdomen. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ahsha. Ce sentiment de pitié, donc il lui remuait les entrailles, ou là on pourrait dire le remuer jusqu'aux entrailles. Pourquoi il avait tellement pitié de ses forçats? Donc on revient en arrière pour voir pourquoi. Donc on va voir le texte qui est à gauche. On fait asseoir les galériens dans la boue. Donc avant de les ferrer, on les faisait asseoir dans la boue et sur les pavés inondés parce que ce jour-là, il y avait de la pluie, donc il pleuvait. Donc on faisait asseoir les galériens, ça veut dire les forçats qui sont condamnés aux galères. Les galères, ce sont des navires de guerre qui s'avançaient à rame. Et les forçats, ils doivent ramer pour faire avancer ces navires. Donc les galériens, ce sont des forçats condamnés aux galères. Donc on les faisait asseoir dans la boue et sur les pavés inondés. Puis donc les forgerons de la garde chiourme, la chiourme ça veut dire les surveillants des forçats, donc ils étaient armés d'enclumes portatives et de marteaux. Pourquoi? Pour faire les forçats.
Et c'est un moment affreux, ça veut dire effroyable, qui faisait peur, ou les plus hardis, ça veut dire les plus courageux des forçats pâlissent, ils deviennent pâles parce qu'ils avaient peur. Pourquoi? Donc la réponse donc, est dans le texte. Parce que chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyé à leur dos fait rebondir le menton du patient, du forçat. Si le forçat faisait le moindre mouvement d'avant en arrière ou de gauche à droite, donc ce coup de marteau pourrait tomber sur la tête ou le crâne du forçat et il pourrait faire sauter ce crâne comme une coquille de noix. C'est pour cette raison que les plus hardis, les plus courageux pâlissent et c'est pour cette raison que le narrateur avait tellement pitié de ces forçats. Donc ici, quelle est donc d'après la description de cette opération du ferrage, on voit bien que la tonalité du texte, il s'agit d'une tonalité pathétique que nous avons déjà vu dans le premier chapitre, que la tonalité pathétique est une stratégie de persuasion, donc pour persuader les lecteurs de la nécessité d'abolir la peine capitale. Et donc c'est un chapitre qui marque l'engagement de l'auteur qui défend sa cause ou sa thèse, à savoir l'abolition de la peine de mort. Maintenant, on passe à la suite de notre texte. On a déjà dit que le narrateur est en position de spectateur qui voyait et qui observait ce spectacle de sa fenêtre. Mais par la suite, on a un changement de situation, un renversement de situation, un changement donc de rôle qui est marqué par l'expression adverbiale tout à coup, qui marque un renversement inattendu de rôle. Donc, de la fenêtre qui surplombe la cour, le narrateur est en position de spectateur. Et donc, le traitement réservé, uniment réservé aux prisonniers, aux forçats, l'avait profondément ému. Mais par la suite, la situation avait changé et le narrateur, il devient objet du spectacle. Donc, il devient objet du spectacle. Qu'est-ce qui le marque? Donc, vous avez tous les regards. Donc, vous avez donc ici donc un jeu de regard qui intervient. Tous les yeux se tournèrent vers la cellule ou vers la fenêtre que j'occupais. Donc vous avez donc le regard intervient dans ce spectacle. Vous avez aussi la voix qui intervient. Il l'interpelle, le condamné. Il lui disait bonjour, bonsoir, crièrent-ils par la suite. Et vous avez aussi pas uniquement le regard et la voix qui intervient, vous avez aussi même la gestuelle. Donc c'est comme il s'agit d'une scène de théâtre. Donc en me montrant, crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Donc ici vous avez la gestuelle, le regard et la voix montrent ce changement d'intérêt. Donc c'est le narrateur qui est le centre d'intérêt de tous les regards, le centre d'intérêt des forçats en quelque sorte. Donc nous avons ici un changement inattendu de rôle et de situation, un renversement de situation. Bonjour, bonsoir, me crièrent-ils avec le ricanement atroce. Ricanement, ça veut dire un rire atroce. Et les explosions de joie redoublèrent comme s'il s'agissait d'un spectacle amusant. Quelle était la réaction du narrateur? Donc, il était resté pétrifié, ça veut dire immobile, donc il ne pouvait pas bouger parce qu'il avait peur et il était en même temps choqué. Donc, adieu camarade, donc il est heureux, il sera renié. Adieu camarade. Donc, c'est un des plus jeunes condamnés aux galères perpétuelles. Donc, qui disait cette phrase, il est heureux, ça veut dire en parlant du narrateur, il sera renié, c'est-à-dire il sera exécuté. Adieu camarade. Donc, il l'appelle camarade. Et le narrateur intervient par la suite pour faire un commentaire, pour donner son avis. J'étais leur camarade, en effet. La grève est sœur de Toulon. La grève, ça veut dire
la place de grève, la place publique, on condamnait les morts, on exécute les morts. La grève sœur de Tolan. Donc ici, c'est le narrateur qui intervient, il commente bien sûr les paroles, les propos de ce condamné aux galères perpétuelles. Maintenant, on passe donc au passage suivant, à la deuxième partie de notre texte. Voilà, oui, leurs camarades. Donc, on a déjà dit que le narrateur fait un commentaire. Donc, bien sûr, c'est leurs camarades parce que ils ont le même sort. C'est presque donc le même sort. Les travaux forcés à perpétuité et l'exécution pour le narrateur. Donc, c'est presque le même sort. La grève est sort de Telan. Donc, le narrateur, il était tellement troublé. Et le trouble du narrateur est extrême, qu'il devient perclus. Perclus, donc une personne perclue, ça veut dire qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la peine à se mouvoir, qu'il y a de la peine à bouger. Donc il devient paralysé, perclus, il ne pouvait pas bouger. Son cerveau ne commande déjà plus à son corps. Vient ensuite une illusion d'optique. Donc il voit que les 5 rangs donc des forçats se ruaient sur lui ou vers lui. Se ruer, ça veut dire se jeter sur lui. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, au sens strict, ces forçats ne pouvaient pas s'avancer parce qu'il y a un mur. Le mur de sa cellule le sépare de la cour de la prison et le sépare et le protège des forçats. Ils ne pouvaient pas se ruer sur lui avec des paroles d'une infernale cordialité. Et vous avez ici le mot infernale cordialité, l'expression infernale cordialité. Il s'agit ici d'un oxymore. La cordialité, c'est une affection, c'est de l'amour, c'est de la gentillesse envers les autres. Donc l'amour et l'affection ne peuvent pas, par exemple, être une cordialité ne peut pas être infernale, infernale relatif à l'enfer. Donc nous avons ici la coexistence de deux mots de sens incompatible, de sens presque contraire. Donc il s'agit d'un oxymore. Donc ici, c'est une illusion d'optique. S'ajoute enfin une exaspération auditive soulignée par le rythme ternaire, un rythme à 3 temps. Dans une phrase, on utilise le champ lexical du bruit. J'entendis le tumultueux fracas de leur chaîne. Donc, c'est le premier terme de notre rythme, le deuxième de leur clameur, le troisième de leur pas. Donc, il s'agit d'un rythme ternaire à 3 temps. On utilise bien sûr le champ lexical du bruit, tumultueux, fracas, clameur. Donc, les clameurs, donc, ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical du bruit. Donc, voilà donc. Ensuite, enfin, le narrateur, il entre dans un cauchemar éveillé. Ces forçats lui semblaient des démons, ainsi comme une nuée, ça veut dire une multitude de démons qui escaladent sa cellule et qui l'entourent. Et il entend des voix effrayantes, donc les mots qui sont écrits ou les expressions qui sont écrites en vers marquent en général donc le trouble du narrateur qui entre dans un cauchemar éveillé. Il entend des voix effrayantes, voyait des têtes hideuses qui lui semblaient se dresser sur le rebord de sa fenêtre. Donc ici, nous avons affaire à quel registre? Donc nous avons affaire à un registre fantastique. Donc le registre, on a des démons, des fantômes, on a l'éruption du surnaturel dans un cadre réel. Donc nous avons ici un glissement vers le fantastique. Donc cette vision d'enfer s'impose avec tant de force qu'il a des répercussions physiques et mentales sur le narrateur. Il crie, il se jette sur la porte d'une violence à la briser, il frappe des poings, il appelle avec rage, et c'est la perte complète de tout contrôle de soi. Donc il a perdu le contrôle de soi, c'est la perte de connaissance, et c'est pour cette raison qu'il s'était évanoui. Donc, on passe au résumé de ce que nous avons déjà vu.
la situation du passage dont on a déjà parlé. Le narrateur, il est à Bicêtre. Le geôlier l'avait extrait de sa cellule pour le mettre dans une autre, dont la fenêtre grillagée donnait sur la prison, sur la cour de la prison, pour assister à ce spectacle affreux qui est le ferment des forçats. Et nous avons déjà vu que pendant ce spectacle du ferrage des forçats, il y a bien sûr un renversement de situation, un changement inattendu de rôle. Le narrateur était spectateur au début, mais par la suite, il devient objet du spectacle. Le deuxième axe de lecture, notre deuxième axe de lecture, c'est l'irruption du fantastique. Nous avons donc le texte glisse en fin de compte vers bien sûr l'univers, donc un univers fantastique. Il voyait une nuée de démons avec des têtes hideuses, des voix effrayantes, et en fin de compte, le trouble était tellement extrême qu'ils s'évanouissent. Voilà donc, c'est la fin de notre analyse. Merci pour votre attention.